Je me souviens qu'il restait des heures dans sa chambre et il écoutait le même morceau qu'il remettait sans cesse. Il me réveillait la nuit. « C'est un mot ça, maman? Aide-moi à chercher. » On ouvrait le dictionnaire. Oui, c'est un mot. On lisait la définition. Avec Ronnie, ils enregistraient des cassettes et jouaient à se produire devant des spectateurs. Quand il s'est mis à la musique, son sens du rythme a pu s'exprimer tout naturellement. Je les revois encore. Ronnie arrivait de ce côté, Marshall de l'autre, et ils se rejoignaient. Ils voulaient tous les deux devenir des stars et faire du cinéma grâce à leur talent de rappeur. Je les revois encore tous les deux. Et parfois c'est trop fort, je fonds en larmes. Ice-T exercera une forte influence sur Marshall pour changer sa vie de façon radicale. Debbie accueillait des jeunes placés en famille d'accueil. Kimberly Scott entre dans la vie de Marshall en 1988. Elle n'a que 13 ans. J'étais au service de l'État du Michigan. Le week-end, j'hébergeais des enfants en difficulté. Marshall était très jaloux des autres enfants. On s'asseyait et on parlait. On discutait des problèmes. Il piquait une crise. « Tu les aimes plus que moi ?» Je disais « Non, viens là. » Je devais aller le rechercher. Il était « Je veux ma maman pour moi tout seul » ou pas du tout. Le beau-père de Kim la rejetait, donc elle habitait où elle pouvait. Un jour, dans le Michigan, je lui demande qui c'est. Elle me répond « J'ai une fille à présent ». Debbie n'avait jamais eu de fille. Elle s'en est occupée et elle était heureuse. Kim s'installe bientôt chez les Mathers. Debbie surveille ses moindres gestes. J'étais contente, j'avais toujours voulu avoir une fille. C'était une situation très difficile à gérer. Et j'essayais de lui donner autant que je donnais à Marshall. Elle était très mal dans sa peau. Elle avait eu une enfance très dure. Elle ne connaissait pas son père. Kim ne desserrait pas les dents. Elle parlait peu. Kim a commencé à être jalouse. Debbie était sur le canapé, elle se glissait au milieu. Ils se battaient comme frères et sœurs. Jamais on n'aurait cru qu'ils se mettraient ensemble. Ils montaient dans la chambre de Marshall et là-haut, ils se reposaient ensemble. Je crois que ça se passait assez bien au début. Elle était mignonne. Debbie m'a dit qu'un jour elle est rentrée, il faisait n'importe quoi, elle a voulu virer Kim. Marshall a dit « je pars aussi ». Alors ils sont partis de chez Debbie. Elle n'a pas supporté. Ils m'ont dit « on sort ensemble maintenant ». Kim m'a dit « c'est pas nouveau mais t'avais rien vu ». Mais ça j'y crois pas. Elle l'a aidé au début à devenir un homme, à se connaître. Debbie était jalouse de leur relation. Elle voulait la détruire. Et ça marchait. Ils se disputaient et dès qu'ils commençaient, Debbie en rajoutait. Elle a résolu des tas de problèmes quand ça dégénérait. Elle voulait que Kim parte pour avoir Marshall. Il s'est fait virer de chez sa mère. Il est venu dormir chez nous sur le canapé. Quand il est arrivé, à l'époque, sa mère avait une grosse bagnole verte. Il l'entendait arriver de loin. Et il me disait « Vite, si ma mère vient demander, j'habite pas là. » Moi, pourquoi tu veux pas lui parler? Lui, elle est à l'ouest. Elle arrivait lentement, il regardait par le Judas. Il l'épiait pour voir ce qu'elle faisait. Elle frappait à la porte. « Marshall habite ici ?» Nous, non. Qui ça? Marshall? Byron Williams, ancien garde du corps et ami d'Eminem. Kim est la réincarnation de sa mère. C'est exactement la même. Elle lui en a fait voir. Elle le frappait. Un coup de chaussure, à talons hauts, sur la tête. Il ne lui rendait pas les coups. Il tapait sa voiture ou moi. Elle peut être quelqu'un de gentil, mais j'attends toujours de voir ça. Elle m'a bousculé 2 fois. Il fallait qu'ils se disputent tous les jours.
Ils passaient leur temps à s'engueuler. À l'époque, elle était très lunatique. Elle lui interdisait de faire des tas de choses, tout ça. Et dès qu'il lui arrivait un truc important, elle le bousillait. C'était un peu la rencontre de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ils avaient une relation, ça pouvait dégénérer d'une seconde à l'autre. Avec elle, c'était un peu comme s'il était à la maison. Elle l'a connu quand personne ne savait qui il était. À l'époque où il en bavait pour essayer de percer. Quand il se demandait si ça valait le coup. Un jour, j'allais me mettre au lit, et voilà Kim qui arrive. Je les entends se crier dessus dans la cuisine, et puis j'entends des bruits de chaises qu'on remue. Il y avait de la bagarre dans l'air. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe encore? Je sors de ma chambre, je la vois en train de le frapper. Il ne répondait pas, ça m'a vraiment choqué. Oh la vache, elle le tabasse. Une vie de violence et de mauvais traitements conforte Marshall dans sa colère. Quelques mois avant cet été, mon petit frère me dit « Regarde ce que j'ai, Frangine. » C'est bien. Il ouvre le placard et me montre ses vêtements. Il se tourne vers moi et me dit « C'est matériel, ça. Tu sais ce qui me manque. » Alors moi, quoi? Lui, de l'amour. Il n'y en a pas ici. Le 14 décembre 1991, Ronnie Polkingarn se tire une balle dans la tête. Ronnie n'a pas supporté de rompre avec sa copine. Profondément affecté par sa mort, Marshall n'assiste pas aux obsèques. Betty filme l'enterrement de son fils et envoie une copie à Marshall. La querelle entre Betty et sa fille jette le doute quant au sens réel de l'envoi de cette cassette. Ça a été très pénible. Il y avait de la musique, de l'orgue dans le funérarium. Ronnie était dans un cercueil ouvert. Marshall n'était pas venu aux obsèques. Il devait voir ça, c'est la réalité. Il a dit que j'avais voulu le tuer. Il s'est évanoui en voyant la cassette et les photos. Je ne voulais pas lui faire de mal. J'ai appris qu'elle lui avait envoyé ça. Je crois qu'il n'en a pas fait grand cas. Il se disait « C'est comme ça ». Ma fille lui a menti. Elle lui a dit « Ronnie serait en vie si tu avais été à la maison quand il a appelé ». Il avait demandé à lui parler. Elle a dit qu'il n'était pas là. Il faut que Marshall sache que Ronnie n'a pas appelé. C'est de ma faute si elle lui a fait endosser cette culpabilité. En perdant son oncle et son ami, Marshall se retrouve seul dans sa lutte. De mauvais résultats au lycée rendent son avenir encore plus incertain. Il a redoublé 2 fois sa 3e. Debbie lui disait « Qu'est-ce que tu vas faire comme métier ?» Elle s'inquiétait pour lui. « Qu'est-ce que tu as ?» Elle craignait pour son avenir. Loin d'être découragé par sa mère, Marshall se concentre sur le rêve qu'il partageait avec Ronnie. Il cultive ses talents de rappeur. À l'époque, les textes de rap délivraient un message contestataire, dénonçant la politique raciale et la vie dans le ghetto. Les pionniers du rap comme Public Enemy, Ice-T et N.W.A. exercent une influence certaine sur Marshall et son groupe. Eminem a décidé qu'il serait rappeur.
Mais comme rappeur blanc, il n'y avait personne dont il puisse s'inspirer. Marshall enregistre des bandes dans la cave de sa mère, avec Deshaun Holton, un copain du lycée Lincoln, qui s'est rebaptisé Proof. J'ai dû faire la connaissance de Proof quand il avait 18 ans, ou enfin 17 ans peut-être. Proof était très respectueux, toujours prêt à rendre service, s'il vous plaît, merci. Pas comme les autres, je sortirais pas la poubelle. Ils étaient toujours dans la cave à s'entraîner, à faire du scratch, avec mes disques. Ils faisaient du scratch.